Bonsoir Madame, Monsieur, bienvenue sur BF1, la chaîne au cœur de nos défis. Nous sommes lundi et c'est l'heure de votre émission Sport Time, l'émission où on vous dit tout sur l'actualité sportive nationale. Et comme d'habitude, non, pas comme d'habitude, habituellement nous sommes en compagnie de deux invités, mais aujourd'hui je suis avec un seul invité. Il s'agit de Madi Zongo. Bonsoir Madi. Bonsoir Arsène, bonsoir à tous. Bonne fête de Noël à vous Madi. Ben oui, joyeuse fête à tout le monde et que la paix et la sérénité règnent davantage sur notre pays et dans le monde entier. D'accord, on est deux, mais là on va tout faire pour que la fête soit toujours aussi belle, comme lorsque nous sommes plus nombreux. Alors, joyeuse Noël à tous, hein, que la naissance du Christ Rédempteur vous apporte beaucoup plus de joie et de paix dans vos foyers respectifs. On ouvre avec du football, un peu comme d'habitude, hein, ouais, cette fois comme d'habitude. Un mois et demi après le début de la crise à la Fédération burkinabé de football, le ministre en charge des sports s'exprime enfin pour Boubacar Sawadogo. Il n'y avait pas vraiment de quoi en arriver là. Et concernant la demande de démission du président Lazare Bansé qui a été demandée par les clubs frondeurs, il dit être incompétent pour se prononcer. On va l'écouter et on revient pour plus de discussion. La crise est partie du fait que le président de la fédération avait reversé 25% au ministère et que ça faisait des problèmes. Mais c'était très simple. La fédération a versé les 25% qui étaient en sa possession au ministère parce que, comme elle n'a pas pu organiser les compétitions de petite catégorie et qu'il fallait débloquer la troisième tranche qui représente 40%, le moyen le plus rapide, je vous le dis bien et je le répète, nous avons fait une rencontre et j'ai demandé quel est le moyen le plus rapide pour que les clubs puissent rentrer en possession des 40% restants. Ça veut dire que j'avais une très grande volonté pour qu'ils reçoivent leur argent. Le moyen le plus rapide. Et il a été dit que comme elle n'a pas encore été dépensée, si on la reverse, le lendemain, on peut débloquer les 40%. Et c'est ce que la fédération a fait. Et immédiatement, le lendemain, effectivement, le fonds a encore fait les chèques pour que les clubs reçoivent l'argent. Donc pour nous, un chapitre était clos. Et ce qui est de notre devoir, nous l'avons fait. Le reste, nous ne pouvons pas. Et si c'est la démission du plan de la fédération, ça ne ressort pas du ministère. Ce n'est pas le ministère qui dit à un plan de la fédération de démissionner. Il y a des textes. Il y a des voies pour cela. Ils peuvent convoquer l'Assemblée générale. Il y a des règles aussi pour convoquer l'Assemblée générale. Donc, qu'ils aillent sur cette voie. Nous avons fait tout ce qu'il faut pour les satisfaire. Une des parties a écrit à la FIFA, et je crois que la FIFA a répondu. Et la réponse de la FIFA, c'est qu'elle veut que le football se joue, que le ballon roule, et qu'ils vont répondre à la fédération. C'est-à-dire que l'interlocuteur de la FIFA, c'est la fédération aussi. Voici donc pour les propos du ministre en charge des sports concernant cette crise qui n'a que trop duré, maintenant on peut le dire. Hein. On m'a dit, et à écouter le ministre, il n'y avait pas vraiment de quoi fouetter un chat. On a l'impression que selon lui, la fédération a bien agi, en tout cas en ce qui concerne toutes les procédures qui devaient être respectées en la matière. En tout cas, ce qui était des reproches faits au président Lazare Bansé, au comité exécutif, en écoutant le ministre, on a l'impression que ce sont des reproches qui n'avaient pas lieu d'être parce que tout est parti du fait que le président Lazare Bansé a versé les 25% au fonds, donc au trésor public et non au club. Et c'est ça qui a été en tout cas le point d'orgue où les clubs ont trouvé que c'était un manque de considération, donc un manque de confiance du président à leur niveau et qu'il fallait qu'ils partent. Mais en écoutant le ministre, c'est de la responsabilité de l'État, donc du ministère, que le comité exécutif a versé cet argent-là donc au fond. Donc, en tout cas, il n'y avait pas, si les choses se sont passées ainsi, il n'y avait pas lieu d'aller à une crise de cette ampleur qui paralyse tout le football. Mais je voudrais dire à mon avis, Arsène, que peut-être, je dis peut-être, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, le ministère aurait pu ou aurait dû, c'est selon, clarifier les choses dès les débuts de la crise en disant c'est nous qui avons demandé
au président Lazare Bansé et au comité exécutif de verser les 25% au trésor et non les remettre au club. Peut-être parce que si vous écoutez le porte-parole des frondeurs, comme on les appelle, David Koudrou Yamego, il a dit lors d'une interview que le président aurait versé ces 25% au club qu'il n'y aurait pas eu crise. Donc, si on part sur cette base, si peut-être le ministère avait clarifié sa position dès le départ, peut-être que ça ne serait pas arrivé. Mais enfin, peut-être que l'État n'a pas voulu aussi se mêler de cette crise pour ne pas paraître comme avoir du dirigisme dans cette affaire. Mais bon, comme on l'a dit, la sortie, en tout cas, a le mérite de clarifier les choses. Je me dis que ça peut contribuer à décanter la situation le plus rapidement possible. Décanter la situation, c'est tout le souhait, en tout cas, de tout le public sportif burkinabé. Mais le problème, c'est que m'a dit, toutes les médiations, on en a eu 2 avec le président du CNSB. Jusqu'à présent, ces 2 médiations-là ont échoué, disons-le. Maintenant, on se demande jusqu'où les acteurs sont prêts à aller, parce que jusqu'à présent, les frondeurs continuent de demander la démission du président Lazare Bansé, mais également, les championnats sont suspendus et on se demande jusqu'à quand. Non, mais c'est ça qui est dommageable, parce que quand les positions sont rigides comme ça devient compliqué, parce que lors de la dernière médiation, avant que les clubs ne soient convoqués par le médiateur Jean Yamego, qui s'était d'ailleurs déjà désengagé après l'échec de la première médiation et qui est revenu. Ce qui revient, c'est qu'il y a eu une réunion avec le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi la veille. Donc, il y avait eu consensus autour des choses et que la réunion du lendemain ne devait être seulement ne devait tout simplement entériner les résultats obtenus la veille dans les négociations en coulisses. Mais je crois que... Mais entre cette rencontre qu'il y a eu la veille et la rencontre publique, on ne sait pas ce qui s'est passé. On se demande exactement ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui s'est passé pour que les clubs frondeurs restent sur leur position. Mais je crois que l'autre aspect qui est très important et que vous avez dit, c'est cette réponse de la FIFA qui a dit tout simplement, qui demande que le ballon roule et que ils verront les choses avec la fédération. Donc la FIFA ne semble pas aussi aller, ne semble pas vouloir aller. Des frondeurs. Voilà, dans le sens en tout cas des frondeurs, donc de la refondation comme certains le disent. Et la FIFA semble vouloir laisser les choses se poursuivre et que la situation aille, le président Bansé aille à son terme. Mais malheureusement, les dégâts sont déjà là. Appelons, n'ayons pas peur des mots. C'est un véritable cataclysme pour notre football que cet arrêt. Parce que on a beaucoup d'entraîneurs, que ce soit des entraîneurs, que ce soit les joueurs, le Burkina va vivre tout simplement 2 saisons. Après plus d'1 mois d'arrêt, il faut réathlétiser les joueurs. Et ce n'est pas en moins de 2 ou 3 semaines qu'on remet un joueur en forme pour faire le championnat, au risque d'avoir beaucoup de blessures et surtout donc au niveau des dégâts au niveau sanitaire, comme je crois un médecin l'a dit. Ensuite, il y a l'ambiance, même dans le milieu du football, qui est tout simplement devenu morose, c'est devenu en tout cas des personnes ne font confiance à l'autre, c'est la méfiance partout, tout le monde s'invective, qui a raison, qui a tort, mais je pense que comme j'ai l'impression en tout cas que comme Rahim l'a dit, ça sera tout ça risque d'être après la CAN. Et surtout, l'une des conséquences immédiates aussi qu'on peut avoir constatées depuis le début de cette crise, c'est que la liste des 27 joueurs donnés par Hubert Velid, on n'a aucun joueur du championnat national. C'est clair que tous les joueurs qui avaient en tête de pouvoir être dans la liste doivent se morfondre parce que, certes, Hubert Velid ne prenait pas toujours des joueurs du championnat, mais ici, il n'a même plus... il ne peut même plus les prendre parce que si on sélectionne des joueurs qui n'évoluent pas dans leur club à l'extérieur et on se plaint, ce n'est pas des gens qui sont en train de tourner leur pouce dans le championnat burkinabé qu'on va appeler. Donc là,
les joueurs sont les principales victimes, à mon avis, de cette affaire. Je ne parle même pas de la CAN, que ce soit sur le plan sportif, sur le plan financier ou même sur le plan de la satisfaction. Les joueurs sont les grands perdants de cette affaire et je ne sais pas comment on va pouvoir réparer ce préjudice. D'accord, Madi. C'est le principal pourvoyeur de talent dans l'élite burkinabé, mais c'est pourtant le parent pauvre de notre football. La Détroit ne bénéficie pas de l'attention qu'il faut. Conséquence, c'est un éternel recommencement pour les coachs car beaucoup de joueurs passent à la trappe, faute de moyens et de compétition régulière. Maxime Boudou. La 3e division est la catégorie qui compte plus de 400 équipes au Burkina Faso. Porte d'entrée dans l'élite pour les joueurs, elle ne bénéficie pas de compétition régulière pour préparer les joueurs. C'est pourquoi la Coupe de Ligue du Centre-Sud qui s'est achevée le 16 décembre dernier a été perçue comme une aubaine. On est là, c'est la souffrance totale. Hein. Moi, je peux dire que cette compétition-là, elle a bien venu. Sinon, comment tu peux entraîner une équipe un an sans compétition? Tu passes pour la montée des 2-3. Une fois si tu es éliminé, il faut attendre l'année prochaine. Maintenant, cette compétition-là, si ça pouvait, en tout cas chaque année, ça va motiver même les équipes là à s'entraîner. Sinon, c'est compliqué pour nous. Alors, les joueurs ont besoin de l'adversaire souvent pour se mesurer. C'est le perpétuel recommencement chaque année et le découragement pousse beaucoup de talents à l'abandon. Ce qui est difficile encore, c'est qu'on est là avec des élèves. Chaque année, il faut les former. Chaque année, il faut les former. Alors qu'il y a des talents qui ça passe seulement. Bon, mais comme on n'a pas les moyens, le football, il est budgétivore, on n'a pas les moyens. On fait comment? On ne peut pas laisser l'école aussi jouer. Sinon, ici, nous, on souffre. On ne peut pas sortir à 17h30, s'entraîner et puis jouer à 15h. Ce n'est pas possible. Donc, bon, tout ce qui nous arrive là, vraiment, si les premiers acteurs même du football du Burkina pouvaient regarder en bas pour essayer de nous soutenir, je pense que les étalons même peuvent puiser même des petites catégories comme nous, on essaie de voler. En plus du manque de compétition, les équipes du Centre-Sud sont confrontées au mauvais état de la pelouse du stade régional. La crise que vit le football d'élite depuis le 5 novembre dernier est loin des préoccupations de l'entraîneur de l'Union sportive des fonctionnaires du Zumwego. Si c'est la pelouse, nous aussi même on ne joue pas ici régulièrement. C'est de temps en temps, comme on n'a pas d'autre terrain, s'il y a match, on vient jouer. Nous aussi on s'entraîne sur les gras là. Voilà. Sinon bon, il n'est pas en tout cas en bon état. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. De 3e division, je ne peux pas parler de ça parce que moi-même je ne comprendrais dedans. Nous on comprendrait dedans. Nous on est là, on souffre derrière. Et il n'y a pas de subvention, il n'y a rien, nous on souffre. Mais maintenant quand ça parle en haut, nous autres là on fait comment? Si ce n'est pas reparti en bas. Donc bon, si c'est la fédération, bon, moi je n'ai pas quelque chose à parler de ça. Au Burkina Faso, les clubs de 3e division sont le réservoir de talent où viennent puiser les équipes de l'élite. Un réservoir de talent qui ne s'assèche pas, mais qui est très mal entretenu et qui pourrait donc prendre un coup si ça se poursuit ainsi. On peut dire concernant la 3e division burkinabé. Madi, on se demande aujourd'hui pourquoi dans la structure du football burkinabé, pourquoi on n'arrive pas véritablement à donner à cette Détroit la place qu'il lui faut. On a beaucoup de clubs, beaucoup de joueurs, beaucoup d'entraîneurs d'un certain niveau, mais finalement on a l'impression que là où on va puiser, cette assiette dans laquelle on va chercher régulièrement des talents, là, on n'en prend pas grand soin. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas de répercussions par la suite sur tout ce qu'il y aura devant comme pyramide? Je crois que le problème du football burkinabé, c'est un problème organisationnel. Si vous prenez tous les pays du monde, l'élite est gérée par la structure fédérale et d'autres même par les ligues nationales, ligues professionnelles. Si vous prenez le cas de l'Angleterre, vous avez la première ligue qui est autonome et vous avez le championship. Eux, c'est géré par la fédération. En France, c'est la Ligue 1 et la Ligue 2. La 3e division, en principe, c'est le football régional.
C'est vrai que dans d'autres pays, vous avez la nationale, tout ça. Mais si on prend le cas de Burkina, qui est un cas chaud, normalement, les équipes de 3e division devraient être gérées par les ligues régionales. Prenez seul Ouagadougou, vous avez plus de 100 clubs en 3e division. À Bobo-Dioulasso, vous avez au moins 80. Dans les autres, rien que... Donc, la fédération a beau avoir la volonté, elle n'a pas les moyens ni matériels, ni humains pour pouvoir organiser un championnat de 3e division digne de ce nom. Normalement, la 3e division devrait être occupée. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, les ligues tournent les pouces. Si elles n'ont pas, une ligue qui n'a pas d'équipe en 1e ou en 2e division, n'a rien à faire. Toute la saison, elle n'a rien à faire parce que la 3e division n'est pas chaude. Or, les ligues devaient organiser ce football, cette 3e division-là, donc avec ce qu'on peut appeler le football régional et donner de la compétition. C'est comme ça, on constitue. Parce que c'est normal que ce soit le réservoir. Tout le monde passe par là-bas. Mais si l'élite devient l'objet, devient le point où tout le monde vient se jauger, ça devient compliqué. La fédération ne peut pas. Ensuite, il y a eu le fait aussi qu'on a affilié les clubs de façon, entre griffes, désordonnée à un moment donné. Je pense qu'il y a eu une année où on a affilié plus de 60 clubs en 3e division. Ce n'est pas possible. Donc, si bien que c'est comme si la 3e division était entre griffes, un lieu où chacun vient. Il y en a même, il vient demander l'affiliation, mais il n'a même pas de terrain, il n'a même pas de joueurs. Mais il est un club de 3e division. C'est-à-dire que même au niveau il faut avoir plusieurs filtres, c'est-à-dire même au niveau de la fédération, pour pouvoir vérifier l'effectivité de la constitution de ces équipes-là avant de pouvoir faire des affiliations. C'est ce qu'on ne fait pas. C'est pour ça, à un moment donné, il y en a qui ont pensé, excusez du terme, que c'était du bétail électoral. Et eux-mêmes, en 3e division, ils se sont sentis, puisqu'à un moment donné, même pour qu'ils participent aux élections à la Fédération burkinabé de football, on les regroupait par groupe de 10. 10 pour 10 clubs de première division, de 3e division pour une voix. Ce n'est pas normal. Si ce sont des entités affiliées, ils devraient pouvoir agir. Mais ils sont tellement nombreux que ce n'est pas possible. Donc, dans cette organisation, il faut revoir tout ça. Sinon, si vous avez plus de 300 clubs de 3e division, aucune fédération au monde ne peut gérer ça. Donc, il faut que ça soit constitué en strate. Or, ici, on parle des championnats de petites catégories qui sont la source, qui est la source des problèmes aujourd'hui. Vous avez le football féminin, 1e, 2e division, le football masculin, 3e, 1er, 2e division. Avec quels moyens on peut faire ça? Donc, il faut que les ligues régionales puissent jouer leur rôle d'animer le football régional. Sinon, si tout doit revenir à la Fédération burkinabé de football, je ne pense pas que ça soit possible. Mais en même temps, la question qu'on pourrait se poser, Madi, c'est effectivement, on pourrait donner toutes les clés, toutes les commandes aux ligues régionales pour qu'elles puissent organiser aujourd'hui ces championnats de 3e division-là. Mais le problème, c'est qu'on se demande avec quels moyens, puisque ces ligues-là, est-ce qu'elles ont suffisamment de moyens pour pouvoir prendre en charge tout ce qui est logistique, tout ce qui est d'ordre financier en matière d'organisation d'un championnat aujourd'hui? Si on prend la Ligue de Bobo-Dioulasso, vous disiez tout à l'heure qu'il y a environ 80 équipes. Est-ce que la Ligue des Hauts-Bassins a suffisamment de moyens pour gérer cela? Mais c'est parce que tout le monde mange dans le même plat. C'est vrai, les ligues sont les démembrements de la fédération, mais les ligues devraient pouvoir une certaine autonomie financière. Si les compétitions sont bien organisées, les ligues devraient pouvoir aller chercher les moyens quelque part. Moi, tu prends une région comme Ouaïguia, où je prends le simple exemple de Ouaïguia, où il y a plein d'opérateurs économiques, en tout cas peut-être même autant qu'à Ouagadougou. On peut voir. C'est parce qu'il n'y a pas d'attractivité au niveau des compétitions. Personne ne va venir lier son image à une compétition qui ne draine même pas 20 personnes. Mais s'il y a de la communication autour, s'il y a une organisation autour qui fait que ces compétitions-là créent de la rivalité au niveau régional, amènent de l'émulation au niveau régional, forcément, il va y avoir des opérateurs économiques ou en tout cas des entreprises qui seront intéressées par lier leur image. Avant, moi je me rappelle, il y avait ce qu'on appelait la coupe interdépartementale dans les régions, puisque avant c'était les départements et c'était les préfets qui dirigeaient, avant qu'on amène les provinces. Mais
Les coupes entre les départements, c'était des compétitions bien organisées où, en tout cas, entre les gens partaient au stade. Il y avait les interquartiers, que ce soit à Ouagadougou ou à Bobo-Dioulasso. Toutes ces compétitions-là, c'était pour la 3e division. Aujourd'hui, il n'y a plus de coupe interquartier parce que quand les politiciens sont arrivés, ils ont fait parce que eux, ce qui les arrangeait, coupe du maire, coupe du député. Souvent, c'est la finale qui les intéresse, la compétitivité, ce n'est pas leur problème. Et tout ça, ça fait qu'il y a beaucoup d'équipes, mais il n'y a pas assez de compétition. Je pense, comme vous l'avez dit, c'est vrai, il n'y a pas assez de moyens, mais je crois que les moyens, il faut aller les chercher. Si on a 400 équipes, c'est qu'il faut essayer de voir comment on peut donner de la compétition. Sinon, il y a des talents qu'on perd parce qu'on en perd beaucoup d'ailleurs actuellement. Donc, on va continuer de les perdre. Effectivement, parce qu'il y a des talents qui sont dans des équipes de D3 pendant 2-3 saisons. Ils ne voient pas le bout du tunnel. Rien ne monte, rien n'avance. Et finalement, s'ils sont peut-être élèves, ils ont besoin soit de se concentrer sur les études. Et si devant, il n'y a pas vraiment de perspective, soit il va poursuivre les études et arrêter le foot, soit s'il ne va pas à l'école, il va tout simplement entrer dans la vie active et vouloir chercher les moyens. C'est surtout ça qui fait qu'aujourd'hui, on a toute cette perdition de talent. Pourtant, on a peut-être perdu le prochain Messi comme ça. Ah ben c'est ça, vous ne croyez pas si bien dire. Mais si vous jouez un match ou 2 matchs par an, comme l'entraîneur Pouda le disait, puisque une fois que vous êtes éliminé, vous attendez l'année prochaine 2 matchs. C'est un peu comme avant la CAN, là, vous perdez et puis vous attendez 2 ans quand c'était élimination. Ce sont directs, c'est exactement la même situation. Mais si il n'y a pas de compétition au niveau local qui va les permettre de se battre, tant que ça sera au niveau national, ça ne sera pas possible. Ça ne marchera pas parce que la fédération n'aura ni les moyens, encore une fois de plus, ni les moyens financiers, ni les moyens matériels et humains pour organiser pour faire jouer 400 équipes. Il faut qu'il y ait des tentacules. C'est là même qu'on élargit la base de la pratique du football dans ce pays pour faire en sorte que, comme vous l'avez dit, le tamis donc, de la compétition fasse en sorte que les meilleurs arrivent en 2e division et les super dans l'élite. Et c'est comme ça qu'on constitue donc les grandes équipes. Vous partez dans tous les pays du monde, les équipes, tous les clubs, tant que votre pyramide est inversée, parce que le Burkina, malheureusement, c'est ça, la pyramide du Burkina est inversée parce que le grand nombre est en haut et le petit est en bas. Or, il faut que nous ayons le grand nombre en bas pour pouvoir avoir du tamis. Parce que s'il faut sélectionner un joueur, il faut aller chercher. Il y en a même, franchement, même sur un banc de touche, personne ne va le demander, mais c'est sur eux on compte pour aller gagner une CAN éventuellement. Mais c'est déjà perdu d'avance. D'accord. Donc, cette 3e division, l'organisation de cette 3e division est fondamentale si on veut avoir un football compétitif demain. Ok. En finale de la Coupe de la Ligue du Centre-Sud, Majestic Sporting Club, club de Ligue 1, affrontait l'Union sportive des fonctionnaires du Zundweogo, un club de Détroit. Et comme on pouvait s'y attendre, la logique a été respectée. La rencontre s'est terminée par une victoire 3-1 de Majestic. On va faire le point de cette rencontre, c'est avec Maxime Boudot. Un match sur la pelouse de Manga, c'est mettre au goût du jour le mauvais état des infrastructures du 11 décembre. Inauguré en 2018 et déclaré inadapté à la pratique du football de haut niveau en 2020 après un match Majestic et faux. Exilé au stade municipal de Zignaré pour le championnat national, Majestic est revenu le 16 décembre pour affronter l'Union sportive des fonctionnaires du Zumwego pour la finale de la première édition de la Coupe de la Ligue du Centre-Sud. Les perspectives seraient bonnes et un retour définitif des rouges et noirs sur leur pelouse est envisageable. Et il faut reconnaître qu'il y a de belles perspectives concernant notre stade régional au niveau du gouvernement. Et ce qui fait que nous avons bon espoir que dans les mois à venir, on pourra vous accueillir dans une infrastructure totalement rénovée au bonheur vraiment des acteurs du monde du football et bien d'autres sports qui évoluent dans notre région. Contraint à l'arrêt par la crise survenue dans le football, cette compétition a été une aubaine pour les joueurs de Moussa Sanogo, dit Falcao, pour conserver le goût de la compétition. C'est une période très difficile pour nous. Il faut s'entraîner, il faut faire des compétitions qui n'ont pas beaucoup d'enjeux. Donc facilement on tombe dans des blessures, choses qui nous coûtent souvent très cher. Mais je pense que c'est une bonne occasion pour nous. On a essayé
beaucoup de joueurs. Et aussi, je me suis dit que c'est des annonces pour la Coupe du Faso. Parce qu'en Coupe du Faso, c'est ce que j'ai dit à mes joueurs, on peut tomber sur une équipe plus faible que soi et ça fait souvent des difficultés. Sans forcer son talent, Majestic a rapidement plié la partie avec un triplé de Salif Tieteta. Le technicien des fonctionnaires du Zumwego reconnaît le déséquilibre entre les deux équipes mais s'attendait à mieux de la part des joueurs. Comme c'est une finale grandiose, et premièrement les joueurs il y avait la peur parce qu'on jouait en face. On avait en face une équipe en première division, donc la peur a dominé les joueurs. Donc il y a ça aussi. C'est ça qui a la tresse. Voilà, c'est ça qui a fait qu'effectivement ils n'ont pas pu produire leur jeu. Voilà. Sinon le jeu, moi-même, je ne vais pas dire que je suis découragé, mais bon, ils n'ont pas fait ce qu'on voulait. J'ai pas eu ce que je voulais aussi. Voilà. Sinon, bon, je ne suis pas découragé parce que comme la balance était un peu déséquilibrée, bon, je comprenais. Je savais qu'on ne pouvait pas gagner, mais on devrait faire mieux que ça. Voilà. Sinon, bon, je ne suis pas découragé. 10 équipes venues des 3 provinces, notamment le Naouri, le Zumwego et le Bazega, ont pris part à la première édition de cette Coupe de la Ligue du Centre-Sud. Et la Noël est belle pour Relwende de Niou qui remporte la première édition de la Coupe Saint-Importance internationale. En battant 3-0 Espérance de Boussé en finale, les hommes de Niou repartent avec 1 million de francs CFA. En plus du trophée, cette compétition est à sa première édition et elle a vu la participation de 32 équipes venues de 4 provinces du Burkina Faso. On fait le point tout de suite. Relwende de Niou en blanc face à Espérance de Boussé en rouge. Une finale pour repartir avec 1 million de francs CFA. La récompense est importante, alors chaque équipe a tout donné. Les tacles sont appuyés, les courses sont franches et chaque joueur généreux dans l'effort. Dans cette ambiance où chaque coup est rendu, Niou va prendre le dessus à la 21e minute grâce à ce coup franc malicieusement tiré. En seconde période, les hommes de Niou ne vont laisser aucun espoir à l'adversaire. Le deuxième but est inscrit dès les premières minutes de la reprise. Le troisième viendra en toute fin de match. Relwende de Niou remporte grâce à ces 3 buts la première édition du tournoi Saint-Importance international. Nous sommes très contents. On remercie tous ceux qui se sont déplacés pour venir nous soutenir. On remercie le chef et le président qui a organisé la compétition. Il n'y a pas une finale facile. On a su aborder seulement. On les a pris dès la première mi-temps seulement. On s'est attendu que si on rentre seulement, on a qu'à essayer de marquer. Voilà. Cette compétition qui a débuté en mars 2023 a mis aux prises 32 équipes de 4 provinces, le Kadiogo, le Boulkiemde, le Britenga et le Kourweogo. L'idée du promoteur El Hadja Ismaël Sempouré est de promouvoir la cohésion par le sport. On a fait le tour de ces régions en province, de province en province et aujourd'hui nous sommes à la finale. Et nous remarquons que la jeunesse, à chaque fois que la compétition se déroule, et la jeunesse sort massivement, la population se donne. Donc, l'objectif que nous recherchons, c'est le vivre ensemble, c'est la cohésion sociale. Donc, dès à présent, nous pouvons dire que nous avons atteint l'objectif. Nous sommes à notre première édition et nous comptons d'ici mars 2024 lancer rapidement la deuxième édition qui va même prendre 8 régions. Voilà notre objectif visé. Ces 2 équipes relèvent de la province du Kourweogo. Donc, c'est pour dire que c'est la province de Kourweogo qui gagne. L'administration, en tout cas, restera disponible pour accompagner toute initiative allant dans la promotion de la jeunesse, toute initiative allant dans la promotion de la cohésion sociale. En plus du trophée, Relwende de Niou repart avec 1 million de francs CFA, des maillots et des ballons. Classé deuxième, Espérance de Boussé se console avec une enveloppe de 500 000 francs CFA, des maillots et des ballons. Le troisième prix est pour AFC de Saoré qui s'en sort avec 300 000 francs CFA, des maillots et aussi des ballons. Si je dis Germain Nadal, c'est un nom qui ne vous dit sûrement pas grand-chose. Pourtant, si le football est pratiqué au Burkina Faso, c'est grâce à lui, à ce missionnaire et celui qui a introduit le football au Burkina Faso. Lui et d'autres missionnaires ne se sont pas contentés uniquement d'évangéliser lorsqu'ils sont arrivés à Bobo. Ils ont aussi contribué à promouvoir la pratique du sport et ont créé des structures sportives que nous connaissons même aujourd'hui. On va voir cela avec Abdou Aziz Sarri.
Les missionnaires ont été à la base de la pénétration de plusieurs disciplines sportives au Burkina Faso. Le football et le volleyball sont des exemples. Je peux le dire, c'est surtout avec les missionnaires Père Blanc, notamment le Père Nadal, que le football sera lancé dans le milieu civil, dans la commune à Bobo-Dioulasso. Parce que les missionnaires sont arrivés ici en 1928, janvier 1928. Et il y avait un missionnaire qui s'appelle le Père Germain Nadal, qui était un fan du football. C'est lui qui a lancé le football avec son équipe qui va baptiser en 1946 Jeanne d'Arc. Le volleyball est arrivé au Burkina par les missionnaires. C'est un sport qui a été introduit dans les années 1964 par les missionnaires, surtout dans la région de Bobo au départ. Ils ne se sont pas contentés que de l'introduction, ils ont aussi créé des cadres d'expression afin de favoriser la pratique. Le plus célèbre est sans doute le patro, mis en place à Bobo-Dioulasso par les missionnaires de Saint-Vincent de Paul. Le football est passé par d'abord le patron, où c'était des religieux qui regroupaient tous les enfants pendant les 3 mois de vacances, où on organisait des clubs, les enfants de tout âge, pour jouer au football. On s'est trouvé presque avec 300 enfants par vacances, toutes les catégories. Tous les jours, sauf le samedi et dimanche, on s'est retrouvés et on pratiquait le foot. Donc, ça a fixé les jeunes. Ça a été un tremplin aussi pour lancer ces jeunes footballeurs. À Ouagadougou, un club baptisé Charles Lwanga et Marty Ougandais a été créé en 1947 par un religieux burkinabé. Aujourd'hui, Asfa Yenega, c'est un des clubs les plus populaires du pays. L'Asfa, au départ, était vraiment un club de la mission. Parce qu'avec l'abbé Ambroise qu'il a créé, mais ça n'est pas resté longtemps. Un peu avant l'indépendance, cette idée a été abandonnée et c'était un club maintenant populaire où les gens qui aimaient vraiment venaient. Des particuliers et des structures organisées ont ensuite pris le relais de l'Église dans la création des clubs et le développement des disciplines sportives. Voici donc un reportage qui nous en dit davantage sur les origines du sport au Burkina Faso et qui nous permet de comprendre que le sport est donc fils de l'Église Mahdi. Aujourd'hui, on se demande que reste-t-il de l'héritage de ces pères missionnaires qui ont introduit la pratique non seulement du football, mais aussi d'autres sports comme le volleyball au Burkina. L'héritage, c'est tout ce que nous pratiquons, c'est ce que nous voyons comme club, c'est ce que nous voyons comme, j'allais dire, laurier pour le Burkina, parce que c'est vrai qu'eux, ils ont été visionnaires, ils se sont dit que pour que la jeunesse puisse s'épanouir et peut-être venir sur le chemin qu'eux, ils prônaient, le sport était un facteur déterminant. Donc, ils ont amené toutes ces disciplines, volleyball, boxe, etc., le football surtout. Et aujourd'hui, on voit que ça rapporte, et que même pas au Burkina, même en Afrique, vous remarquerez que beaucoup de noms de clubs, beaucoup d'anciens clubs portent donc des noms de Charles Lwanga, Jeanne d'Arc, sur le tout-puissant Anglébert qui est aujourd'hui tout-puissant Mazembe au Zaïre. Donc, l'Église a joué un rôle important dans l'introduction du sport et ça, il faut leur reconnaître ce mérite. D'accord. Aujourd'hui, on pourrait se demander, aujourd'hui, vu que l'Église, on a l'impression, est carrément détachée de tout ce qui est organisation du football. On se demande parfois, quand on regarde tout ce qu'il y a comme remous et tout, on se demande s'il n'aurait pas peut-être fallu continuer et peut-être avoir toujours des clubs qui seraient peut-être adossés, je ne sais pas, à des églises ou à des hommes de Dieu toujours. Non, je crois que, attention, l'Église n'a pas fait ça par philanthropie, l'Église a fait ça par intérêt, parce que ce sont des gens... Ça permettait aussi de ramener des fidèles. Absolument, ça permettait de ramener des fidèles, il ne faut pas se faire des illusions en faisant remarquer tous les jeunes de cette époque
même s'ils ont pratiquement pris des noms de choses, des noms chrétiens, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais et c'est là la magie du sport. Ils ont compris que le sport allait être aussi un facteur attractif pour amener les jeunes vers leur obédience. Donc, c'est normal qu'ils l'utilisent parce que ça a été un moyen. Et d'ailleurs, soit dit en passant, le stade municipal actuel de Ouagadougou, c'est le premier terrain de Charles Lwanga, donc de l'Asfa Yenenga. C'est quand la mairie a voulu construire le stade qu'on les a déplacés. Ils étaient d'abord dehors, ils sont allés au lycée Bambata et ils sont allés au Bafon pour se retrouver à Zempasco aujourd'hui. Beaucoup déménagé. Ah oui, ils ont beaucoup déménagé. Mais je crois qu'ils se sont stabilisés parce que c'est sous la révolution qu'ils ont eu le terrain de Zempasco, Asfa Yenenga. Donc, l'Église a contribué beaucoup au développement dans tous les domaines, y compris le sport. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est vraiment plus leur rôle de financer le sport parce que, bon, avec le développement des structures, c'est pas mauvais que... Mais ça aurait pu être bien quand même, m'a dit, une église qui pouvait peut-être avoir un club toujours, qui finance toujours. Ça pouvait aider parce que quand on regarde aussi l'organisation de tous nos clubs, franchement, en matière d'argent, ils n'en ont pas vraiment. Ce n'est plus la même chose, Arsène. Avant, le football était social. Aujourd'hui, le football est économique. C'est un business. Bon, or, je ne pense pas que par nature, l'Église soit là pour chercher de l'argent. Donc, je pense que, le football s'est détaché un peu de leur objectif. Bon, je pense que c'est pour ça aussi, et logiquement, que l'Église s'est mise en retrait de choses. Même si, soit dit en passant, le caractère religieux du sport reste. Regardez un peu comment certains joueurs se comportent, comment certains entraîneurs se comportent. Donc, la religion reste fondamentalement liée au sport, mais la religion n'est plus ne dirige plus le sport parce que c'est beaucoup plus compliqué. Comme je l'ai dit, le sport, au niveau que ce soit de l'Église ou des autres religions, a plus un caractère social. Or, aujourd'hui, c'est l'argent qui compte et je ne sais pas si c'est bien qu'un prêtre vienne s'arrêter avec sa soutane en train de dire « Bon, donnez-moi de l'argent, je vais payer des primes de marche ». Mais il y a des prêtres qui ont dirigé des clubs. À Bobo, par exemple, l'abbé Joseph Ouattara a été président de l'USFRAN. Bon, mais je pense que les temps ont beaucoup changé quand même. Oui, et maintenant où les supporters n'hésitent plus à insulter ou à même à taper, imagine un prêtre qui est entraîneur d'une équipe, il pourrait très facilement se prendre des coups, il pourrait attendre le fidèle le jour de la communion. Pour ne pas lui donner ça? Bien sûr. Non, il donnera toujours, mais en lui rappelant que ce qu'il a dit au terrain, là, c'était pas non, je pense que c'est bien comme ça. Et que les structures religieuses se soient mises en retrait du sport parce que entre griffes, tout est permis dans le sport. Or, quand même, il y a une certaine fierté, une certaine considération qu'il faut avoir pour ces hommes de Dieu-là. Et bon, quand vous regardez les gens aujourd'hui n'ayant plus peur de ce qu'on sait, bon, manquer du respect à un homme de Dieu, ce n'est pas la meilleure chance que vous puissiez avoir sur Terre. Ça, c'est ce que je pense. Le sport, c'est la santé, dit-on, mais la santé n'est pas que physique. Le sport améliore aussi la santé mentale. Il y a des effets bénéfiques sur tout le corps et tout le système et le fonctionnement humain et même les humeurs des individus qui pratiquent le sport. Quand pratiquer, où pratiquer et quoi pratiquer pour profiter des bienfaits du sport. Benjamin Kwame a tendu son micro à Abdourahmane Sissé. On fait le point avec lui. La pratique du sport est de moins en moins fréquente par manque de temps pour les uns ou de volonté pour les autres. La vie sédentaire engendre des conséquences sanitaires souvent très graves pour les sujets. Le danger pour les sédentaires est vraiment à plusieurs niveaux. Et non seulement pour la santé actuelle, parce que vous savez très bien qu'on dit le mouvement c'est la vie et la vie c'est le mouvement, mais la santé à long terme également, parce que vous savez il y a plein de maladies cardiovasculaires et métaboliques
et qu'on développe aux âges avancés qui sont liés à l'inactivité physique. Même sur le plan psychologique, ça a été démontré que le maintien d'une activité physique et sportive est très bien pour la santé mentale et sur le plan social également, c'est vraiment un moyen de socialisation très important. Et par contre, la sédentarité également, on connaît très bien les risques liés à travers les maladies cardiovasculaires, les maladies métaboliques. Sur le plan mental, voilà, il y a beaucoup de pathologies qui sont liées à la sédentarité. Il est recommandé 2h30 à 5 heures d'activité physique cardiovasculaire d'intensité modérée sur une période de 5 séances par semaine ou plus. Ne pas rester plus de 2 jours sans sport. Mais une consultation médicale est recommandée avant d'entamer une activité physique. Effectivement, le sport santé, c'est très bien, mais encore le sport santé encadré, c'est mieux. C'est-à-dire que l'idéal, c'est d'avoir une consultation en médecine du sport avant de commencer les sports santé. Ça permet aux médecins du sport, en fonction de vos antécédents, de votre morphologie, de vos prédispositions, vous conseiller les sports adaptés pour pouvoir non seulement avoir le meilleur profit, mais éviter de minimiser en tout cas les risques liés à la pratique de ce sport. La période de la pratique et l'espace sont les facteurs importants pour tirer le meilleur bénéfice de la pratique du sport, selon Dr Abdourahmane Sissé. L'avantage du sport en espace libre, c'est que l'espace libre est assez aéré, donc bien riche en oxygène. Par contre, l'espace un peu confiné, vous avez le risque d'étouffement quand on voit les espaces libres en train de se réduire, alors qu'on connaît très bien la pratique du sport sur la santé des populations. Je pense que c'est l'opportunité pour moi d'alerter la municipalité, en tout cas les autorités en charge de l'urbanisation, de prévoir ces espaces libres-là. Et s'il y en a, vraiment de les sauvegarder. Il faut quand même que l'environnement ne soit pas pollué, parce qu'on voit souvent certains faire du sport dans la poussière ou à côté des grandes voies avec beaucoup de fumée qui sont dégagées. Il y a des heures de la journée quand même qui sont assez propices, où il y a moins de soulèvement de vent, où il y a moins de déplacement de véhicules ou de personnes qui soulèvent la poussière. En tout cas, il faut privilégier ces heures de la journée. Les sports les plus efficaces pour perdre du poids et pour la santé sont entre autres les activités cardiovasculaires comme la marche rapide, le vélo, la course à pied et la natation. La dernière compétition de la saison sportive de cyclisme s'est courue sur le boulevard Thomas Sankara, ex-boulevard Charles de Gaulle. Saturnin Yameogo de l'AJCK est le grand vainqueur de la course cycliste du SND, le Service national de développement. Il a bouclé les 142 km du circuit en 3 h 40 minutes et 42 secondes avec une vitesse moyenne de 38,821 km/h. 71 coureurs venus de 22 clubs étaient au départ de cette dernière course de la saison sur le boulevard Thomas Sankara. Au menu, 142 km sur un circuit fermé de 4,4 km à parcourir 32 fois. Le peloton reste groupé jusqu'au 60e kilomètre où 8 coureurs issus de l'AJCK, de l'USFA, de Makafa, de l'AS Bessel et de l'AS Sonabel vont prendre le large. Avec des rouleurs attitrés comme Munkaila Khawinde ou Daouda Soulama, les fuyards vont gérer les débats à leur guise. Après 102 km d'explication, en 2 h 34 minutes et 8 secondes, la vitesse moyenne était de 39,70 km/h. Un rythme qui n'était pas infernal, mais suffisant pour contraindre 31 coureurs à l'abandon. Au 110e kilomètre, la moyenne baisse à 39 km/h, mais le peloton se réduit à seulement 21 coureurs. En tête de course, la décantation est aussi faite au sprint final. Saturnin Yameogo est le plus rapide. La suite du classement, le top 10, et c'est parti, la gendarmerie, alors encore, et cette fois-ci, et alors, est-ce que la JCK va venir? La JCK. Le jeune sprinter explique comment il a construit sa victoire. Quand j'étais parti à échapper, ils ont bien géré derrière là, et puis quand on restait 5 tours, je vois que mon jambe se tourne bien, et puis j'ai collé les gars de Bessel pour venir à l'arrivée. En venant à 500 mètres, je n'attends pas qu'il démarre avant de démarrer. J'ai démarré pour venir. Et grâce à Dieu, j'ai gagné. Et c'est de toute l'équipe qui gagne, quoi. Pour les organisateurs, cette course de fin de saison est un succès. En tout cas, tant que nos moyens nous le permettront, nous allons toujours soutenir la fédération de cyclisme. Parce que vous avez remarqué l'engouement que la jeunesse a pour ce sport. Et il va de soi que nous devons fonder des espoirs sur le cyclisme
qui, en plus d'autres sports, devrait pouvoir faire rayonner notre pays. C'est un partenaire, je dirais, sûr de la Fédération burkinabé de cyclisme. Et je peux vous dire que c'est une compétition qui est attendue par les acteurs. Et franchement, comme vous l'avez dit, c'est une compétition de plus. Et en fin d'année, nous allons clore la saison avec cette compétition et nous espérons repartir de plus belle en 2024. Un cœur a parcouru 142 km en 3h40 minutes 42 secondes, soit une vitesse moyenne de 38,821 km/h. Il a reçu comme récompense le trophée et la somme de 275 000 francs CFA. On va faire maintenant un tour du côté de Karpala où la jeunesse de ce quartier de l'arrondissement 11 de Ouagadougou s'est organisée pour tenir la première édition des journées sportives et culturelles de Karpala. La jeunesse de Karpala, réunie autour du sport et de la culture. La pétanque a particulièrement retenu les jeunes de ce quartier de l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Plusieurs pairs se sont retrouvés sur le mythique King Terrain pour rivaliser. Dans le respect et la bonne humeur, les boulistes ont fait montre d'agilité et d'adresse pour tirer au fer et marquer le plus de points possible. À la fin, ce sont les meilleurs pointeurs et tireurs qui sont récompensés. Cette première édition des journées sportives et culturelles de Karpala est organisée par l'association DEFCOM Populis. L'objectif est de rassembler les jeunes autour des valeurs communes. C'est comme un devoir pour nous, jeunes de Karpala. Un devoir en tout cas de pouvoir contribuer à la cohésion sociale, un devoir pour nous de pouvoir contribuer à l'entraide entre les populations, un devoir pour nous de pouvoir contribuer au brassage entre les différentes couches justement de la population. Je veux parler notamment des jeunes, des femmes et justement de nous. Nous sommes satisfaits de l'organisation à plusieurs points de vue. D'abord, côté mobilisation, nous avons senti un engouement en tout cas de toutes les populations de Karpala. Également et côté partenaire, nous avons pu en tout cas bénéficier de l'accompagnement de certains partenaires, malgré justement le contexte que nous savons économique assez difficile. Maharouf Nebi est le parrain de cette première édition des journées sportives de Karpala. Fils du quartier, il dit vouloir, par sa présence, rendre ce que Karpala lui a apporté. Et toute activité touchant bien sûr à ce quartier me concerne directement. Et pour une activité comme celle-ci qui va contribuer à l'épanouissement de la jeunesse et surtout une association qui va permettre de créer un cadre de concertation, un cadre d'échange, un cadre de réflexion pour voir comment est-ce que nous, en tant que fils et filles de ce quartier-là, on peut s'organiser pour accompagner le développement de ce quartier-là. Je pense que c'est une très belle initiative et c'est donc de mon devoir en tant que jeune de ce quartier, en tant que fils de ce quartier, d'apporter donc ma modeste contribution pour que ces objectifs que l'association s'est assigné puissent être une réalité. Plusieurs activités étaient au menu, dont des sensibilisations et un tournoi de Maracana de nuit remporté par l'équipe BVA. L'association DEFCOM Populis, initiatrice de cet événement, a pour objectif principal de promouvoir l'entraide, l'esprit d'initiative et la solidarité. Direction maintenant Bobo Dioulasso où l'amicale des entraîneurs et éducateurs de football des Hauts-Bassins a tenu sa première session ordinaire. C'était jeudi 21 décembre 2023 au stade Wobi de la ville de Sia. L'objectif de cette AG est de faire un bilan général et dresser un nouveau calendrier pour l'année 2024 qui s'annonce. Amidou Ouedraogo et surtout Justin Dabiré pour le compte rendu. 2 points importants sont à l'ordre du jour de cette assemblée générale de l'amicale des entraîneurs et éducateurs de football des Hauts-Bassins AME. Il s'agit de faire le bilan financier et moral des différentes activités menées par l'amicale au cours de l'année 2022-2023 et de dresser des perspectives du calendrier des activités de l'année 2024. Chaque année, nous rendons compte à l'amicale des activités que nous avons planifiées et ce qui a été, ce qui n'a pas été. Donc, les principales activités, c'était le bilan moral dans un premier temps, le bilan financier et en point de divers, les points que nous n'avons pas pu évoquer et ce que nous avons également omis dans les différents bilans. Concernant les activités à réaliser en 2023, les membres de l'amicale des entraîneurs et éducateurs de football des Hauts-Bassins dressent un bilan positif. 10 points à réaliser au départ comme objectif. Sur les 10 points, nous avons pu réaliser 9
C'est-à-dire donc que le bilan il est largement positif et par rapport aux objectifs que nous étions fixés l'année passée. Donc c'est dire que hormis même ces activités prévues, nous avons réalisé d'autres qui n'avaient pas été prévues et des moindres. Selon le président de l'AME, trouver un partenaire financier sera le plus grand défi de l'association en 2024. Pour ce faire, l'AME prévoit d'élaborer un plan d'action pour la réussite des activités en 2024. L'Amicale des entraîneurs et éducateurs de football AME est une association des entraîneurs et éducateurs du sport du Grand Ouest. Elle compte en son sein plus d'une centaine de membres. Voilà donc qui met fin à ce magazine. Merci beaucoup Amadou Zongo d'être, je ne sais pas si je vais dire venu, merci d'être passé. Bon, on n'était que deux aujourd'hui, mais la fête a été quand même très Mais belle. bien sûr, bien sûr. Bonne fête de Noël encore Amadou Zongo. Oui, mais tant qu'on sert les téléspectateurs, la fête est belle. D'accord, merci à vous aussi chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci de passer un très joyeux Noël en attendant les fêtes de fin d'année. Soyez prudents chez vous, en sortant décélérés surtout, car il y a beaucoup d'accidents en ces temps de fête. Merci également à toute la technique qui nous a permis de mettre en nom de cette émission. Merci. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Arsène Konditamde, sur Facebook, Twitter et aussi Instagram. Merci et bonsoir chez vous.